Bonjour à tous, bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un débat philosophique majeur du Moyen-Âge, la querelle des universaux. Et plus particulièrement, on va s'intéresser au point de vue réaliste, comment il a émergé, comment il s'est développé, notamment chez une figure clé comme Thomas d'Aquin, et puis ce qui s'est passé après. Oui, bonjour, c'est une question fondamentale en fait qui traverse vraiment des siècles de pensée. Les sources, notamment via Alain de Libera, montrent bien comment ce débat s'enracine dans la lecture d'Aristote et de Platon, et puis à travers des figures comme Porphyre. Alors justement, commençons par le début. Les origines. Comment cette idée que les universaux, les genres, les espèces comme l'homme, l'animal, ont une certaine réalité, comment ça a pris racine? Eh bien, le point de départ, on peut dire que c'est l'Isagoge de Porphyre. C'était une introduction aux catégories d'Aristote. Et là, Porphyre pose des questions qui vont devenir célèbres, quoi. Ah oui, lesquels? Il demande est-ce que les genres et les espèces existent vraiment hors de l'esprit ou est-ce que c'est juste dans notre intellect? S'ils existent, sont-ils corporels ou incorporels? Et puis sont-ils séparés des choses sensibles ou est-ce qu'ils existent dans ces choses? D'accord. Des questions qui paraissent simples, mais qui ouvrent la porte à tout un débat. Exactement. Et ces questions, transmises au Moyen-Âge latin, surtout par Boès, elles ouvrent la voie aux interprétations réalistes. Le réalisme, il trouve aussi un appui, disons, dans une idée platonicienne. On parle de l'argument du mais-non dans les sources. L'idée qu'il faut bien une nature commune. Voilà. Une forme partagée, un eidos, pour expliquer pourquoi des individus différents appartiennent quand même à la même espèce, pourquoi ils se ressemblent. Donc on a une tension dès le départ. D'un côté, Platon qui penche vers ces réalités communes, et de l'autre, Aristote qui critique l'idée de formes séparées. Mais qui garde quand même l'idée d'une forme spécifique dans l'individu. Porphyre met vraiment le doigt là-dessus. Très clair. Alors avançons un peu. XIIIe siècle, Thomas d'Aquin. Comment il articule sa position, lui? Sa position réaliste. Alors Thomas d'Aquin, il propose une synthèse qui va être très influente. On la qualifie souvent de réalisme modéré. Déjà, il rejette les formes platoniciennes séparées, enfin, sauf peut-être comme idée en Dieu, ça c'est autre chose. D'accord? Pour lui, l'universal, il est fondé in re, donc dans la chose. Ce fondement, c'est l'essence, ou la nature commune, que partagent les individus d'une même espèce. C'est très lié à sa vision illémorphique, l'idée que tout est composé de matière et de forme. Il est morphique, oui. Matière et forme indissociables dans l'objet concret. C'est ça. La forme donne l'essence, le ce que c'est. Donc, l'humanité, par exemple, elle a un fondement bien réel dans chaque homme, chaque femme, grâce à cette forme. Mais, et c'est là le côté modéré, l'universel en tant qu'universel, c'est-à-dire abstrait et applicable à plusieurs, comme le concept homme qu'on utilise pour parler de Socrate, de Platon, etc. Exactement. Cet universel-là, il n'existe que post-rem, après la chose, c'est-à-dire dans l'intellect, in mente. C'est notre intellect agent qui abstrait la forme, la quiddité commune, à partir de ce qu'on perçoit des individus singuliers. Je vois. Donc il évite de faire de l'universel une sorte de chose qui existerait à part, Tout à fait. tout en disant qu'il a bien un fondement réel dans les individus. Précisément. C'est une position qui essaie d'intégrer Aristote, tout en répondant aussi à des enjeux théologiques et philosophiques, par exemple face à Averroès et sa thèse de l'intellect unique, que Thomas critique fortement. Une synthèse assez élégante, on peut dire. Mais ça n'a pas mis fin au débat, j'imagine. Ah non, loin de là. Le débat s'intensifie même. Juste après Thomas, on a Duns Scott, par exemple. Lui, il propose un réalisme qu'on dit plus subtil. C'est-à-dire, Il va jusqu'à introduire une distinction formelle. Ce n'est pas une séparation réelle, mais c'est plus qu'une simple distinction de raison. Elle se situe au sein même de l'individu, entre sa nature commune, l'humanité par exemple, et ce qui le rend absolument unique, son principe d'individuation, ce qu'il appelle l'esséité. l'esséité, la société. Ce qui fait que cet individu est celui-ci et pas un autre. C'est exactement ça, l'ultime singularité. Mais bon, le vrai tournant radical, il arrive au XIVe siècle avec Guillaume d'Ockham. Occam et son fameux rasoir. Voilà, ne pas multiplier les entités sans nécessité. Occam, lui, opère une critique radicale du réalisme. C'est un nominaliste très influent. Pour lui, c'est simple. Seuls les individus existent réellement. Point. Et les universaux alors? L'homme, l'animal. Ce ne sont que des concepts, des signes mentaux, des intentionnels animae, des actes de notre intelligence qui nous permettent de penser ensemble plusieurs individus qui se ressemblent.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher une nature commune, réelle et qui serait partagée. C'est inutilement compliqué. D'accord. Donc là, on bascule complètement d'un réalisme qui affirmait l'existence des universaux, sous différentes formes, à un nominalisme qui les place uniquement dans l'esprit ou dans le langage. C'est un changement de paradigme majeur, oui. C'est quand même fascinant de voir comment quelques questions, posées par Porphyre dans l'Antiquité tardive, ont pu générer des siècles de débats aussi riches, aussi complexes, sur la nature même du réel, de la connaissance. Absolument. Et sur le langage aussi. Les sources montrent bien cette gestation, cette évolution constante des concepts. Et on sent bien que ces questions, même si elles ne se posent plus exactement dans les mêmes termes aujourd'hui, Elles continuent de travailler la philosophie. Qu'est-ce qui fonde nos catégories? Quel est le rapport entre nos concepts généraux et la singularité irréductible du réel? Ça reste des questions vives. Finalement, qu'est-ce qui prime? Le général ou le particulier? une bonne question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs. À bientôt.